Bonsoir à tous, il est 19 h, nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Alors, je vais d'abord faire l'appel. Monsieur Vincent Goyer, présent. Madame Catherine Stekelerone. Présent. Marlo Stéphane. Présent. Pédrine Marie-Aude. Antoine Bruno. Christelle Paculic. Présent. Détré Julien. Présent. Goyer Mireille. Présent. Vivin Éric. Présent. Delarovère Marie-Paul. Présente. Guillermet Evelyne nous a remis une procuration pour Madame Stekelerone. Procuration. Lambert Patrick. Présent. Adam Jérôme. Présent. Sabatier Frédéric. Présent. Barra Éric. Présent. Vivin Malika. Présent. Madame Sandrine Nègre nous a remis une procuration pour Madame Mireille Goyer. Basali Thierry. Présent. Sultan Franck. Il n'est pas là pour le moment, devra arriver. Barbeau Magali. Présent. Lambert Sophie. Présent. Cindy Gauvin nous a remis une procuration pour Monsieur Goyer. Gilly Lucas. Présent. Baruero Denis. Présent. Mettel Jean-Claude. Présent. De Rivas Claudine. Présent. Bernet Roger. Présent. Alifa Béatrice. Présent. Bonzon Bernadette. Présent. Alors, l'ordre du jour appelle la désignation du secrétaire de séance et je propose à Catherine Stekelerone d'être notre secrétaire de séance. S'agissant des décisions du maire, est-ce que nous avons des remarques en la matière? Pas de remarques sur les décisions? Très bien. Alors, nous passons désormais à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 juillet 2020. Avons-nous des remarques sur le procès-verbal? Monsieur Baruero demande la parole. Vous avez la parole, monsieur Baruero. Micro. Ça marche pas. Il y a un bouton en fait. Éventuellement, on peut faire passer un autre micro peut-être. Non. 1, 2. Oui, je disais donc bonsoir tout le monde et il me semble avoir eu une petite erreur de frappe mais qui crée comme un contresens. C'est dans la délibération qui concerne l'indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Alors, nous sommes dans la réponse de monsieur le maire, au deuxième paragraphe. Il est écrit « Je pense qu'il est légitime que vous nous laissiez faire vos preuves et montrer, etc. » À mon sens, le « vos preuves » devrait se transformer, me semble-t-il, en « nos preuves ». Je pense qu'il est légitime que vous nous laissiez faire nos preuves. Alors je pense que la formule se comprenait puisqu'il y avait le pronom nominal nous juste avant, donc effectivement c'est une faute de frappe qu'on pourra rectifier sans difficulté et qu'on rectifie immédiatement avant l'approbation du procès-verbal. Cette rectification étant faite, y a-t-il d'autres remarques sur le procès-verbal? Pouvons l'adopter? À l'unanimité, merci à vous. Alors, l'ordre du jour appelle d'abord au point numéro 1 à la désignation de la liste des contribuables pour la constitution de la commission communale des impôts directs.
Alors, suite au renouvellement du conseil municipal et en application de l'article 1650 du Code général des impôts, il doit être procédé à la constitution d'une commission communale des impôts directs dans les 2 mois qui suivent le renouvellement. La commission communale des impôts directs est composée de 9 membres, à savoir le maire ou l'adjoint délégué et 8 commissaires. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir dans le droit civique, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au moins, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêt. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées dressées par le conseil municipal. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Il appartient donc au conseil municipal de dresser une liste de 32 noms, 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants, afin de permettre à la direction départementale des finances publiques de constituer la liste des membres de la commission communale des impôts directs. Nous avons donc une liste qui a été élaborée, qui comporte 32 membres, dont 16 titulaires et 16 suppléants. Je vous fais lecture des 16 titulaires proposés, puis des 16 suppléants. Titulaire, Monsieur José Picaglio, Monsieur André Marca, Monsieur Luc Maisonnave, Monsieur Éric Jocumsen, Madame Prisca Basali, Monsieur Guy Stekelorom, Monsieur Rémi Staiano, Monsieur Éric Vivin, Monsieur Stéphane Marlot, Madame Magali Barbeau, Madame Mireille Goyer, Madame Muriel Dirwoko, Madame Béatrice Alifa, Monsieur Jean-Claude Mettel, Madame Rosemary Cagliata et Monsieur Julien Détré. Suppléant, Madame Jackie Catania, Monsieur Vincent Goyer, Madame Christelle Paculic, Monsieur Jérôme Adam, Madame Sophie Lambert, Madame Sandrine Nègre, Monsieur Patrick Lambert, Madame Cindy Gauvin, Monsieur Lucas Gilly, Madame Marie-Paul Delarovère, Monsieur Éric Barra, Monsieur Frédéric Sabatier, Madame Marie-Aude Pézeril, Monsieur Alexandre Faletta, Monsieur Roger Bernet, Madame Christiane de Figueredo. Je remercie à la fois la majorité et l'opposition d'avoir bien voulu nous transmettre des noms afin de pouvoir constituer cette liste de 32 noms composée d'un panel représentatif de citoyens élus de la majorité, élus de l'opposition, non élus de la commune et non élus de communes extérieures. Avons-nous des remarques sur la liste qui vient de vous être énoncée? Pas de remarques? Alors nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Qui vote pour? À l'unanimité. Alors, le point numéro 2 concerne la détermination des modalités d'exercice du droit à la formation des élus
et des modalités de remboursement des frais. Alors, je rappelle que le statut d'élu vise à faciliter l'exercice à plein temps du mandat local ou à mieux le concilier avec une activité professionnelle. Cette protection a été renforcée par la loi du 27 février 2002. Elle a été réaffirmée au travers notamment des lois de mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat et de décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité dans la vie publique. Donc, le Code général des collectivités territoriales. Nous accueillons M. Antoine Bruno. Il peut être indiqué qu'il rejoint le conseil municipal au point numéro 2. Donc, le Code général des collectivités territoriales réglemente le droit à la formation des membres des conseils municipaux. Ces formations doivent leur permettre de faire face à la complexité de la gestion locale, à la nécessaire compétence qu'appelle la responsabilité élective. Dès lors, il est nécessaire de déterminer, d'une part, les orientations retenues en matière de formation des élus, qui constituent un droit individuel. Et donc, à ce titre, je propose au conseil municipal de privilégier notamment au début de mandat les orientations suivantes, sans préjudice du droit individuel à la formation d'élus locaux. Tout d'abord, les fondamentaux de la gestion des politiques locales, que ce soit les finances publiques, les marchés publics, la délégation de services publics, la gestion de faits, la démocratie locale, l'intercommunalité, la déontologie notamment, mais aussi les formations en lien avec les délégations des adjoints et des conseillers municipaux votées le 21 juillet dernier. Enfin, les formations favorisant l'efficacité personnelle, comme la prise de parole en public, la rédaction de courriers, l'informatique, la bureautique, la négociation ou encore la gestion des conflits. D'autre part, il nous appartient aussi de délibérer sur les crédits ouverts à ce titre qui constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. Donc, sans entrer dans tous les détails, sauf si vous voulez qu'on y entre davantage dans les questions, il a été considéré que les frais de formation des élus locaux ne doivent pas dépasser 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées, ni être inférieur à 2% du montant. C'est pourquoi il a été décidé, on va le faire dans l'ordre, je ne vais pas aller trop vite. Donc, il est par ailleurs nécessaire d'adopter un règlement intérieur qui est joint en annexe de la présente délibération et qui définit les modalités du droit à la formation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, évidemment. Enfin, je rappelle que les remboursements des autres frais de formation s'effectuera uniquement sur justificatif présenté par l'élu. Nous avons donc des montants maximums de remboursement en frais de déplacement, d'hébergement et de restauration qui restent évidemment minimes. Un point important, la compensation de la perte éventuelle de salaire, de retraitement ou de revenus justifiée par l'élu sera plafonnée à l'équivalent de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie de la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Une fois encore, on est sur des dispositifs purement réglementaires. Je vous demande donc d'approuver la délibération suivante qui détermine à 20% le plafond de nos dépenses de formation et qui prévoit de les répartir équitablement entre l'ensemble des élus. Sur cette délibération relativement technique, est-ce que nous avons des questions ou des demandes de précision? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, moi j'ai une question concernant, dans le règlement, là, bon, déjà il y a deux articles 2, c'est une faute de frappe. Le vote des crédits, je pense que c'est l'article 3. Non, là, ouais, non, il y a 2 fois 2, je sais pas où c'est. Voilà, le droit individuel et puis les votes de crédit, mais ça c'est qu'une faute de frappe. Concernant l'article 5 sur la priorité des conseillers dans l'accès à la formation, comment réagirez-vous, monsieur le maire, si un élu de la minorité demande une formation qui ne serait pas dans les 3 axes que vous avez proposés au départ, les fondamentaux de la gestion, etc. Alors je réponds très simplement et très facilement.
Il y a d'abord un certain nombre de formations gratuites qui sont accessibles sans limitation par l'ensemble des membres du conseil municipal. Ça, je sais, Et là, ce point-là concerne évidemment les dépenses, donc les formations payantes. Et il a été décidé de les répartir de façon équitable. Et même si on a des orientations principales, il n'y a aucun souci pour que les conseillers de la minorité puissent solliciter une formation qui peut-être ne rentrerait pas dans le cadre général fixé au départ. Donc il n'y a aucune difficulté pour... Non, mais c'est parce que c'est un point que vous notez pas. Les différentes priorités des conseillers ne font pas du tout référence aux thématiques des formations. Il me semble que c'est important. Donc voilà, c'était la question. Enfin, écoutez, les thématiques, elles sont largement abordées, hein, puisqu'on a parlé des fondamentaux de gestion. Non, mais comme priorité. Comme priorité? Écoutez, dans l'article 5, vous ne refaites pas état de la notion de priorité, dans la notion de priorité des thématiques que vous avez définies. Est-ce que ça fait partie des priorités ou pas du tout? Là, en l'occurrence, l'article 5, il vise surtout à faire en sorte que les conseillers qui n'aient pas eu accès à des formations puissent en bénéficier. Donc, c'est indépendamment de la thématique que vous évoquez. Bon, vous ne répondez pas, mais c'est pas grave. Merci. Sur cette délibération, est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Qui vote pour? À l'unanimité, donc. Alors, le point numéro 3 est un point qui concerne le retrait d'une délibération que nous avons votée le 21 juillet dernier concernant la désignation des représentants de la commune au sein du CIMCRO. À savoir que nous avions été sollicités par le CIMCRO pour voter au plus vite les représentants de la commune. Or, il s'avère que le CIMCRO a fait une erreur dans la mesure où désormais, c'est la métropole qui désigne ses représentants. Et donc, il nous a été indiqué, fort justement, que dès lors, notre délibération devait être retirée. Et c'est l'objet de ce point. Avons-nous des questions en particulier? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci à tous. Point numéro 4. Alors, il s'agit d'un point qui concerne un avenant au lot du marché qui concernait la création du parc nature Crémieux pour des travaux qui n'étaient pas exactement indiqués dans le marché initial. Donc, Monsieur Bruno, je vous laisse la parole pour poser ce point. Donc, le marché initial était de 103 557 €. L'avenant est de 3 864 €, soit 3,73% de plus-value, qui correspondent à la pose d'enrobés supplémentaires pour la rénovation totale de la rue Gaston-Crémieux jusqu'à l'intersection de la rue Victor Géliot. Ensuite, ainsi qu'une aire de manœuvre et la réfection des bordures de trottoir. Après le désistement des 3 riverains, raccordement sur le nouveau réseau à notre charge, il a fallu mettre en place des regards d'alimentation des poteaux et la pose de gaines pour les caméras de surveillance et la prolongation d'une allée végétale et d'arrosage afin d'occulter le vis-à-vis d'un riverain. Voilà. Est-ce que nous avons des questions, des interrogations sur ce point? Monsieur Mettel a la parole. Oui, merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. J'ai une question que je voudrais poser à notre élu, Monsieur Bruno. J'ai remarqué que dans les travaux non réalisés entraînant donc une moins-value, il y a un point qui concerne une couche de forme trottoir sud-ouest. L'abandon de cette partie donc, du projet, elle a attrait à quoi? Quelle est son explication? Est-ce que derrière il y a des choses il y a une nouvelle orientation? J'aimerais bien qu'on s'exprime sur ce sujet.
à savoir quand même que ce projet, je l'ai pris aux 3/4 terminé. Ah, pardon. Alors en effet, il y a une partie qui n'a pas été réalisée, qui concernait un projet antérieur qui était porté par la municipalité précédente, donc par votre équipe, qui visait à créer une passerelle pour rejoindre la poste. Or, ce chemin que vous envisagiez ne correspondait pas au chantier historique et créait une gêne considérable pour les riverains. Donc il a évidemment été renoncé rapidement à un projet aussi fantaisiste, et donc nous avons ajusté en conséquence l'aménagement du parc Crémieux. Monsieur le maire, juste une petite remarque, je ne veux pas polémiquer sur le sujet. Alors j'ai bien entendu que c'était vous qui donniez la réponse, ça me va très bien. Hein. Par contre, je pense qu'on aurait pu faire, on aurait pu éviter de parler de projet fantaisiste. Voilà, c'est toute la remarque que je peux faire. Mais ça n'engage que moi. Hein. Je vous remercie, je vous engage à aller en discuter avec les riverains. Alors sur un tel projet numéro 4, est-ce que nous avons des votes contre ? Donc 6 votes contre. Est-ce que nous avons des abstentions ? Est-ce que nous avons des votes pour ? Le projet est adopté à la majorité. Point numéro 5. Nous avons là encore un avenant concernant cette fois-ci la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour les écoles et le centre de loisirs. Et je donne la parole à l'adjointe en charge, Madame Mireille Goyer. Alors effectivement, il s'agit de voter l'avenant qui permettait de donner, pendant la période du Covid, de la crise sanitaire, des repas froids au moment du mois de juillet pour le centre de loisirs. Donc ça, c'est une période qui allait du 6 au 31 juillet, et un avenant a donc été nécessaire auprès du fournisseur, qui était donc le même fournisseur qu'habituel, mais qui a dû donc là s'adapter et fournir des repas froids emballés individuellement avec une bouteille d'eau pour chacun. Le prix a donc été majoré et c'est ce nouveau prix qu'il convient de voter. Voilà pour pouvoir valider la facture. Donc le prix, il est en TTC de 3,640 €. Nous avons des questions sur ce point. Monsieur Barouet. Oui, on avait bien vu qu'il s'agissait donc du prix facturé donc par le prestataire. Oui. Mais j'imagine, mais ce n'est pas dit explicitement, que le prix facturé aux familles n'a pas été modifié. Alors, c'est en fait très simple, Monsieur Barrero. Là, il s'agit de l'avenant au marché, mais nous n'avons pas modifié, sinon il y aurait une délibération, le prix facturé aux familles. Voilà. Donc, je vous confirme que le prix a été maintenu. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Y a-t-il des votes contre sur ce point? Y a-t-il des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Le point numéro 6 concerne désormais, cette fois-ci, l'attribution du marché pour la réalisation du gros œuvre de l'atelier des associations, qui est présenté comme atelier des associations, même s'il a fait l'objet d'une réorganisation, puisque s'il reste administrativement intitulé atelier des associations, il est devenu la maison de la jeunesse et des associations. Je donne la parole à l'adjointe aux finances, Madame Pézeril. Bonsoir à tous. Alors, 5 offres ont été remises et l'analyse des offres a été menée par le maître d'œuvre de l'opération, le cabinet Lacaille Lassus. Il a été proposé de retenir l'offre de l'entreprise Agencement pour l'Habitat de Miramas, arrivée en première position dans le classement des offres selon les critères énoncés au règlement de consultation.
avec une valeur technique 60% et un prix à 40%, pour un montant global de 504 429 € et 5 centimes. Des questions? Oui. Oui, monsieur Mettel, vous avez la parole. Je suis désolé, mais je ne vous vois presque pas. Je vous en prie, tout va bien, on s'en sort. Je ne voudrais pas quand même vous cacher. Non, 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 je vous aperçois, ne vous inquiétez pas. Merci de me donner la parole. Alors, madame, j'ai deux questions que je voudrais, pour lesquelles je voudrais avoir une réponse, si possible, bien sûr. On est tenu impossible. La première, ça concerne effectivement, j'aurais bien aimé connaître quel était le budget estimatif du maître d'œuvre, avec un moyen de levage qui était une grue à l'époque, ou sans grue. Est-ce que vous avez effectivement eu connaissance effectivement des écarts de budget concernant cette estimation, et j'aimerais bien connaître le montant. Est-ce que je me suis fait comprendre, hein? 496 000 €. C'est avec ou sans? Avec ou sans quoi? C'est la grue, c'est le moyen de levage. Oui. Vous savez qu'on est une commune où on est passablement Embêté. gêné par nos voisins d'Istres. C'est sans la grue. C'est sans la grue. Non, il n'y a pas de grue. Et avant, c'est combien? Quel est le delta? Les entreprises ont déposé des offres sans... Non, mais c'est pas grave, madame, vous savez pas, c'est une question qu'on vous pose. Donc, Pardon. comme on a eu déjà des problèmes avec ce genre de choses, et on se pose la question. Parce que Les c'est intéressant, entreprises, quand on paye un maître d'œuvre, d'avoir ce genre de... il a été demandé aux entreprises de donner une offre sans la grue. Oui, ça on a compris. Donc, vous voulez Donc savoir on ne quel peut pas était avoir le delta. On ne peut pas avoir le delta Si, puisqu'on parce n'a que pas eu nous, d'offre on a- avec une grue. Bon. Je ne sais pas si ça... Non, c'est pas. Si ça Alors, vous n'ignorez pas effectivement qu'un premier appel d'offres avait été lancé et qu'il avait été infructueux, et que pour le coup, parce qu'il était beaucoup trop cher par rapport aux propositions et nos capacités, et donc ce deuxième marché, une fois encore sans la grue, a pu être attribué au montant qui vous est indiqué. Maintenant, vous voulez des précisions avec... Non, on voudrait savoir comment le maître d'œuvre, à quel montant il a évalué le surcoût des travaux quand il n'y a pas de grue, parce que c'est la question qu'on lui avait posée et on n'a pas pu avoir la réponse. Donc c'est la question qui est très précise. Il y avait une première évaluation qui avait été faite avec des travaux avec grue. Monsieur Mettel, en commission d'appel d'offres, a bien expliqué qu'il y avait un problème sur la grue. Il a fallu refaire entièrement la proposition. Et donc on a demandé quel était le delta de chiffrage, d'évaluation du maître d'œuvre, pour savoir si les entreprises ont suivi ce delta ou si le maître d'œuvre n'avait pas bien évalué ce delta. C'est tout ce qu'on veut connaître, ce delta, parce que ça nous intéresse. On était dans la Oui, première partie. ça vous intéresse quand il était effectivement question d'une grue. Nous sommes arrivés avec un marché infructueux, il était relancé sans grue, et nous, cette question de delta avec ou sans grue n'est jamais intervenue dans les discussions, puisque nous n'avions pas à nous en occuper. Nous avons obtenu, nous avons C'est dans la commission du marché. nous obtenir, effectivement, nous avons pu Bon, attribuer donc ce vous marché. n'avez pas la réponse, c'est bon. Non, on n'a pas la réponse parce que nous, on n'a jamais eu affaire à une grue. Hein. Donc, Vaut mieux nous- pas. Vaut Eh mieux oui. pas à Saint-Mitre. Ok. alors, sur ce projet numéro 6, est-ce que... Ah, pardon, vous avez une deuxième question. Monsieur le maire, Je vous en prie. une question. Monsieur Alors, Mettel, j'ai bien n'oubliez pas de parler dans le compris. micro, s'il vous plaît. Sinon, on ne vous entendra pas. Ah, ok, bon, excusez-moi. Donc la deuxième question, elle est très simple, puisque vous venez de dire qu'il y a eu un changement de destination, enfin il y a un changement de destination de ce projet, et dans ce cadre-là, il y a quand même des lots qui avaient été attribués, et moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est quel est l'impact que ce changement de destination va avoir sur les marchés attribués. Eh bien, il y a évidemment un impact, et nous avons réussi à conserver l'ensemble des prestataires, et nous sommes en train de faire l'évaluation prestataire par prestataire, puisque nous gardons l'économie générale du projet, puisque nous ne modifions que l'aménagement intérieur du bâtiment, et donc cet aménagement intérieur, tout en nous permettant de conserver les mêmes prestataires, nous amène à travailler par avenant avec chacun d'entre eux, de manière à rester dans l'enveloppe globale et à rester dans le cadre de la légalité stricte. Bon, merci monsieur le maire, mais pour moi je considère que c'est que de l'intention, ça, parce que ça va me paraître très compliqué, parce qu'il y a
Il y a des choses très importantes qui vont se passer, puisqu'on va accueillir des enfants en plus. Hein. Donc, parfois, vous m'avez répondu, hein, mais je dis que ça ne va pas être chose facile, à mon avis. Alors, je vous confirme que ce début de mandat nous a conduit à prendre en charge et en prendre en main rapidement des dossiers complexes. Et notre capacité ce soir à le faire voter en conseil municipal prouve qu'effectivement nous sommes en capacité de poursuivre ces opérations. Sur ce projet numéro 6, avons-nous des votes contre, des abstentions, des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 7. Nous arrivons à un point important de ce conseil municipal, puisqu'il s'agit de voter la tranche 2019 du contrat départemental de développement et d'aménagement, c'est-à-dire la 3e tranche de ce contrat. Donc, je rappelle que la commune de Saint-Mittre-les-Remparts bénéficie d'un contrat départemental de développement et d'aménagement qui vise à financer les projets d'investissement de la commune, que les 2 premiers volets ont été votés au cours de la mandature précédente, et que nous arrivons aujourd'hui dans une forme de continuité républicaine au vote de ce 3e volet, qui conduit néanmoins la majorité à proposer une série d'ajustements, une fois encore en restant dans les enveloppes telles qu'elles étaient négociées, mais à porter les projets qui sont légitimement ceux de cette majorité et pour lesquels nous avons été élus. Donc, je rappelle que le montant total du programme d'investissement était estimé à un peu plus de 6 millions d'euros, que les tranches 2017 et 2018 ont été soumises au vote du conseil municipal, et il est donc proposé aujourd'hui d'arrêter la tranche 2019 du contrat pour un montant de 2 811 510 euros hors taxe pour la commune et 235 978 euros hors taxe, une fois encore, à transférer à la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, dans le cadre du tableau qui est présenté en annexe, nous pouvons noter en termes de modification, d'abord le projet de création d'une maison des associations en pleine Arnette est remplacé par le projet de construction d'une maison de la jeunesse et des associations, puisque certains espaces permettront de bénéficier à des associations en nombre de salles. Donc, ce projet de maison de la jeunesse est un projet phare de notre équipe, puisque de longue date, nous avions constaté que la commune de Saint-Mittre-les-Remparts avait une politique développée en faveur des anciens, mais que la jeunesse restait une grande oubliée. Et sur le mandature précédente, nous avions déploré un désengagement vis-à-vis de la politique en faveur de la jeunesse et des familles. Cette maison de la jeunesse, de plus de 600 mètres carrés, va nous permettre d'accueillir enfin un vrai centre aéré pour les enfants de Saint-Mittre-les-Remparts, et je pense qu'un tel projet sera accueilli favorablement par l'ensemble des familles et des personnels en charge, tels qu'ils nous le disent déjà. Par ailleurs, au sein de cette maison de la jeunesse, nous allons accueillir l'espace public numérique, qui est aujourd'hui au sein de la bibliothèque, et qui va pouvoir continuer à se développer compte tenu de la qualité des animations qui y sont présentées. Enfin, cette maison de la jeunesse va accueillir un bureau d'information jeunesse, dis-je, qui va nous permettre d'accueillir des parents pour un soutien éducatif, d'accueillir également les ados autour de problématiques liées à la formation. Et enfin, cette maison de la jeunesse et des associations bénéficiera de 2 salles de motricité qui serviront au centre aéré et en soirée pourront bénéficier à des associations tournées vers la danse et le fitness ou encore le tai chi qui aujourd'hui manque cruellement de créneaux dans notre commune. Donc c'est un projet global, une fois encore un projet qui représente un engagement financier de plus de 2 millions d'euros sur l'ensemble du contrat, et un projet qui a nécessité de nombreuses réunions de travail préparatoires, mais qui nous permettent une fois encore de saisir la balle au bon pour rééquilibrer notre politique et renforcer considérablement notre politique municipale en faveur de la jeunesse. Parmi les autres aménagements, alors,
Le projet de création de 3 city-stades est remplacé par un projet de création d'un seul city-stade qui a d'ores et déjà été réalisé et pour lequel je me dois d'indiquer à la population que les 185 000 € de crédit prévus pour construire 3 city-stades ont été intégralement engloutis dans la construction d'un city-stade dans la mesure où des travaux importants de terrassement se sont avérés nécessaires. Nous avions déploré le choix d'implantation de ce city-stade au sein même du complexe sportif et nous constatons là encore que nous avons affaire à un véritable gaspillage d'argent public. Aménagement ou évolution suivante. Le projet d'aménagement d'un espace environnemental de loisirs Cousteau est abandonné. Autre évolution, il est ajouté une opération intitulée acquisition de véhicules et d'équipements pour les services municipaux, dans la mesure où plusieurs véhicules étaient prévus, et nous avons décidé de compléter ces véhicules de manière à répondre aux besoins de la commune. Au-delà des 2 camions-bennes pour les services techniques et d'un véhicule électrique pour la police municipale, la commune va faire l'acquisition d'un nettoyeur de voirie glouton de manière à permettre à nos agents municipaux de pouvoir mieux prendre en charge l'exercice de cette compétence dont nous avons constaté dans les années précédentes que le résultat était défaillant par rapport aux attentes de la population. Toujours pour les services techniques et toujours pour permettre un meilleur service en matière d'entretien de la voirie et des routes, nous faisons l'acquisition d'un nettoyeur autonome à eau froide. Ces 2 acquisitions supplémentaires représentent un montant d'environ 25 000 €. Enfin, un projet d'ombrelle est abandonné et au contraire nous permet d'ajouter une opération, à savoir l'aménagement très attendu par l'ensemble des associations du 2e terrain de notre complexe sportif. Cet aménagement, qui représente un montant prévisionnel de 235 000 €, doit bénéficier principalement aux associations et aux clubs de football, rugby et athlétisme. Nous allons donc pouvoir maintenant engager avec eux l'élaboration fine de ce projet, mais pour lesquels les financements sont d'ores et déjà sur la table. Nous avons par ailleurs, en guise de financement complémentaire, le soutien de fédérations sportives, je pense en particulier à la fédération de rugby. Voilà pour l'essentiel de ce contrat départemental qui, je suppose, va faire réagir et poser peut-être quelques questions. Monsieur Baruero, puis Monsieur Mettel. Bien. Alors, après cet exposé, comme vous l'avez dit, c'est un sujet essentiel ce soir. Vous imaginez bien que nous avons un certain nombre de questions, de remarques, d'objections, vu que ça modifie très sensiblement ce que nous-mêmes avions programmé et prévu à l'époque. Donc, pour la clarté du débat, je vais vous proposer de travailler et de réfléchir et de débattre sur point par point. Le premier donc concerne la création d'une maison des associations remplacée par la construction, je vous expliquerai la différence entre création et construction, d'une maison de la jeunesse et des associations. Alors j'avoue que là, on commence à y perdre un peu notre latin, puisqu'il m'a semblé lire dans votre projet électoral que vous parliez d'une maison de la jeunesse, et que nous transformons ceci maintenant en maison de la jeunesse et des associations. Ceci étant, nous n'avons rien contre la jeunesse, contrairement à ce que vous avez pu évoquer. Encore faudrait-il bien définir qu'est-ce qu'on appelle jeunesse dans nos sociétés. Car si on voit bien à quel âge commence la jeunesse, qui est la naissance, on voit de moins en moins à quel âge elle se termine. Donc, première question, pouvez-vous nous préciser donc qui est concerné par cette jeunesse? Deuxièmement, et vous le savez parce que je vous l'ai dit, l'histoire de transplanter les centres de loisirs et non pas le centre aéré, nous avons actuellement 2 centres de loisirs. Je vous rappelle que l'appellation centre aéré est obsolète depuis quelques décennies. Mais enfin, passons là-dessus. Les centres de loisirs, il y a un centre de loisirs élémentaire et un centre de loisirs maternel.
qui n'impose pas les mêmes structures et qui n'impose pas donc les mêmes objets. En particulier, nos centres de loisirs d'accueil sont hébergés dans des espaces clos, ce qui n'était pas le projet initial de la maison dite des associations, qui ne prévoyait pas l'hébergement des centres de loisirs. Donc, deuxième question, comment allez-vous donc aménager cet espace extérieur pour que les centres de loisirs puissent y être hébergés, compte tenu que les aménagements vont coûter quand même quelques dizaines de milliers d'euros par rapport aux nécessités objectives. En plus, je rappelle qu'à ce moment-là, les enfants, si on compte les faire manger, devront se déplacer sur un lieu de restauration. On ne sait pas encore lequel. Enfin, ce sera mon troisième point sur ce premier alinéa. Je vous rappelle que il était prévu d'héberger ce qu'on appelait des associations résidentes. 4 au moins étaient prévues, 2 associations dites de couturières, une association d'enseignement des langues et le club photo, le club Marius. Que deviennent donc ces éléments par rapport aux associations à qui on avait promis d'être des résidents? Et en particulier, quels sont les aménagements concrets que vous allez faire pour permettre la cohabitation, comme vous venez de le dire, dans la journée de centre de loisirs et le soir d'association? Merci pour vos réponses. Alors, je vais commencer par le premier point. Vous demandez la différence entre création et construction. Et honnêtement, si c'est ça la teneur de vos questions, je pense qu'on peut passer directement à la deuxième question, puisqu'il n'y en a pas de différence entre création et construction. Qui est concerné par la jeunesse? Eh bien, nous avons là encore toutes les tranches d'âge, puisque les 2 centres de loisirs sans hébergement seront abrités au sein de ce même bâtiment. Et nous avons évidemment prévu des espaces distincts pour les différentes catégories d'âge. Et comme nous avons prévu des espaces distincts, ça nous permet effectivement de pouvoir aussi bénéficier, je vous l'avais dit tout à l'heure, de salles de motricité qui vont utilement servir les associations dont vous demandez comment elles allaient pouvoir être satisfaites. Mais vous ne parliez pas seulement de ces associations de danse, mais aussi d'autres associations que nous avons d'ores et déjà contactées afin de leur proposer des solutions satisfaisantes. Et nous avons obtenu leur accord pour les évolutions qui ne sont pas encore effectives, mais qui viendront dans les semaines ou les mois à venir et dont nous pourrons alors débattre. Mais je vous confirme que chacune des associations concernées par vos promesses, qui n'étaient que des promesses, trouve aujourd'hui une réalisation et du concret avec la mise en place de cette maison de la jeunesse et des associations et avec la réorganisation et la réaffectation d'un certain nombre de locaux municipaux, là encore, dans la volonté de davantage d'équité dans le traitement réservé aux associations. Et je pense que c'est ça, c'est un point sur lequel nous reviendrons plus tard. Donc je pense que qui est concerné par la jeunesse, c'était aussi le point que vous abordiez. Eh bien la jeunesse, c'est d'abord les plus petits qui pourront être accueillis dans les 2 centres de loisirs. Ce sont ensuite les ados qui auront un espace où ils pourront être enfin entendus, écoutés et se retrouver pour des questions liées davantage à l'orientation et à l'information que se posent des adultes en devenir. Et enfin, c'est aussi les jeunes parents qui peuvent être confrontés à des problématiques d'éducation pour leurs enfants et pour lesquels un espace est prévu également. Donc, pour les plus jeunes des enfants, comme pour les jeunes parents, effectivement, la jeunesse est variable, et on pourrait aussi dire que chez les plus anciens, on peut être jeune dans sa tête, mais en tout cas, au-delà de ces jeux rhétoriques, il importait aujourd'hui de rééquilibrer notre politique municipale, puisque nous ne sommes pas là, nous, pour faire de la rhétorique, mais pour être dans le concret. Madame Haïfa a la parole. Oui, excusez-moi, mais bon, il va y avoir d'autres questions sur les autres sujets. Oui. Mais je fais un lien avec la question précédente où M. Mettel vous a posé des questions concernant les avenants éventuels aux différents lots, s'il y a des modifications substantielles d'utilisation des locaux. Comme vous nous expliquez dans cette délibération, les modifications, et elles sont très importantes,
Il va peut-être falloir répondre très précisément à M. Mettel avec peut-être un nouveau plan, et surtout comment vous allez faire tourner, parce que le bâtiment ne fait que 600 mètres carrés. Vu le nombre d'usages que vous avez prévus, je ne pense pas qu'on puisse passer d'une association à un centre aéré dans la même salle, sans nettoyage, sans préconisation. Je pense aux commissions de sécurité et d'accessibilité qui vont être complètement différentes par rapport au projet initial. Donc comment vous allez intégrer toutes ces modifications qui, vu leur importance, parce qu'elles sont nombreuses, et puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui va venir dans ces nouveaux locaux, comment vous envisagez et quel est le plan d'implantation et d'utilisation? Parce que là, du coup, on ne comprend plus comment vous arrivez à mettre l'ensemble des propositions que vous avez faites. Alors, je vous remercie de votre question parce qu'elle est très concrète et elle est tout à fait légitime. Nous avons effectivement travaillé sur ce sujet parce qu'il est importé que les différents publics ne se mélangent pas. Et notamment, il est importé qu'on ait des accès différenciés entre l'espace qui va concerner d'un côté le centre de loisirs sans hébergement, les deux pour le coup, et donc on aura un accès extérieur par le portail extérieur de cette maison de la jeunesse. Et concernant le BIJ, le Bureau d'information jeunesse, et l'espace public numérique, qui sont deux espaces qui sont, eux, on va dire, imbriqués l'un dans l'autre, eh bien, nous avons un accès différencié qui était l'ancien accès qui était prévu. Sur les problématiques d'avenant, on a effectivement travaillé strictement sur le plan tel qu'il était proposé. On a des contraintes complémentaires en matière de sanitaire, par exemple, puisqu'on accueille effectivement des publics différents. Et par contre, si on accueille beaucoup de monde dans ces espaces, dans ces locaux, ça nous semble justement intéressant parce qu'un investissement lourd de 2 millions d'euros devait servir au maximum et ne pas être, je ne vais pas dire une coquille vide parce que c'est trop désobligeant par rapport au projet antérieur. Mais il nous semble que notre projet, effectivement, nous permet de maximiser et de valoriser davantage ce bel investissement qui était prévu. Donc une fois encore, on a un bâtiment qui ne nous semblait pas centré sur les priorités municipales. On a souhaité le réorienter vers ce qui nous semblait les priorités de cette majorité qui avait une fois encore la légitimité des urnes. Et donc on a dû travailler finement sur le plan tel qu'il avait été envisagé, en modifiant le moins possible les éléments structurants pour pouvoir travailler sur des avenants et rester dans les enveloppes prévues. Donc vos questions sont absolument légitimes, mais je vous confirme qu'effectivement ce sont des questions qu'on s'est posées quand on a élaboré le nouveau projet qui vous sera transmis de façon à ce que vous puissiez l'avoir et qui pourra être effectivement présenté à la population une fois qu'on aura simplement rectifié les 2-3 détails. Mais on pourra vous transmettre voilà, maintenant. Si on peut avoir le plan. Et pour le côté public, par contre, on attendra d'avoir les ajustements finaux. Voilà, si on peut avoir le plan. Et donc par rapport à cet espace, puisque vous n'en parlez pas précisément, est-ce que vous conservez la grande salle polyvalente qui était affectée initialement à 200 personnes pour compenser un peu l'engorgement de la salle de barrage? Est-ce que vous conservez cette salle? Parce qu'à moins d'essayer de prendre des espaces dans cette salle, je ne vois pas comment vous pouvez trouver des espaces ailleurs. Donc est-ce que vous réduisez cet espace de 200 places? Alors nous ne réduisons pas cet espace, il y aura une paroi mobile mais qui permettra d'avoir une grande salle dans ce même espace. Mais je pense que vous avez vous-même prévu une paroi mobile pour certains usages. On l'avait un peu imaginé au départ, mais c'était pas quelque chose qu'on voulait conserver. C'était pas forcément une priorité. Monsieur Mettel, je crois, avait des questions complémentaires. Oui, monsieur le maire, merci de nous donner la parole. Encore des questions, bien sûr. Alors, j'ai bien vu que dans le tableau, ce sont des projets communaux, bien sûr. Alors, il y a des constructions, des aménagements, des choses comme ça. Bon, là, je comprends très bien, mais il y a 2 points. J'aimerais avoir des précisions sur 2 points particuliers. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vois travaux d'aménagement de voirie et réseau divers. Alors, je ne veux pas être taquineur, mais franchement, c'est tellement vague que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière, si vous avez pensé à quelque chose de très précis. Parce que quand on lit ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et le deuxième point, c'est de même nature, c'est travaux d'aménagement de parking au pluriel. Donc voilà, donc on sait qu'on fait des choses, mais on aimerait avoir davantage de précision. Si vous pouvez les donner, on serait tout à fait satisfait. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, vous aurez noté que ces 2 points ne font pas partie des points, j'essaie de vous attraper du regard, ces deux points ne font pas partie des points que j'ai présentés comme étant ceux ayant suivi des modifications. Donc je vous confirme que dans la continuité de ce qui avait été préparé par les services techniques,
les travaux de voirie concernent ce qui était préparé par les services municipaux sous le mandat précédent, à savoir le busage du canal Mondietti, les travaux de l'allée Ampère sur la rue Paul-Éluard, sur la rue Arthur Rimbaud. L'usage, il a été fait. Pardon. L'usage a été fait déjà. Mondietti a été fait. Il y a en un fait, rôle. le montant est en rouge, donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Vous indiquez pas là, mais comme c'est en rouge dans le tableau, on a supposé que vous aviez modifié les choses. C'est pour ça qu'on vous demande le détail. Non. C'est strictement la suite de ce qui était prévu. On n'a pas rajouté ou supprimé des projets sur cela. D'accord. Et du coup, pour le parking. Et en fait, en rouge, c'est simplement pour indiquer l'année en cours, ce qui va être réalisé. Mais on ne savait pas si vous l'aviez modifié ou pas, donc on a vu que c'était en rouge. Voilà. Non. Et alors pour les parkings, c'est pareil, il y avait 2 parkings concernés. Il y a le parking des Espérettes, qui est quasiment fini. Et puis ensuite le parking du Don du Sang, qui va bénéficier lui aussi d'un aménagement, avec sans doute des petites rectifications par rapport à ce qui aurait pu être votre projet, puisque nous avons nous aussi des projets complémentaires du côté du complexe sportif. Mais c'est le parking du Don du Sang. Et donc à ce niveau-là, même si dans le détail il va y avoir des modifications, il y a également une poursuite aussi, une continuité de l'action municipale à ce niveau-là. Oui, parce que pour l'engager sur la dernière tranche, non, mais, pas trop le modifier. Autant des associations. C'est une micro-modification. Donc je ne suis pas inquiet du tout sur le sujet. D'accord. Voilà. Alors, nous avons une nouvelle question de M. Barrero. Bon, vous imaginez bien que je n'ai pas été convaincu par la juxtaposition, par la cohabitation des centres de loisirs et d'autres associations. Passons. Deuxième alinéa, projet de création de 3 city-stades est remplacé par le projet de création d'un city-stade. Donc c'est celui qui est construit, qui apparemment donne satisfaction à beaucoup de gens. Habitant à proximité, je peux voir tous les soirs l'occupation et même les après-midi de ce city-stade, donc je m'en réjouis. Ceci étant, effectivement, je comprends que la possibilité immédiate d'aménager 2 autres city-stades était compliquée. Si nous étions restés aux affaires, nous aurions simplement reporté cette construction. Pouvez-vous nous dire pourquoi, ou votre adjoint peut-il nous dire pourquoi il n'a pas défendu ce projet-là? Alors, en l'occurrence, ce sont des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe majoritaire, donc il n'y a pas de position de l'adjoint spécifique et différente par rapport au reste du groupe. Je vous rappelle que ces projets, vous les aviez prévus sur des emplacements dont vous ne maîtrisez pas le foncier, et donc n'étaient pas envisageables à court terme. Donc vous avez tenu à les mettre dans le cadre du CLDA 2017-2019, en sachant pertinemment, ou alors vous auriez dû savoir que vous ne pourriez pas les réaliser. Donc une fois encore, il n'y avait aucune priorité aujourd'hui à les poursuivre à ce niveau-là. Voilà. S'agissant, par ailleurs, je rebondis sur le fait que vous estimez que le City Stade est un grand succès. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il provoque des nuisances, d'abord pour les riverains. Donc nous avons mené des actions pour corriger, par exemple, l'éclairage, puisque vous avez envisagé peut-être que les enfants jouent jusqu'à 3h du matin, comme la semaine dernière. Mais nous, on s'est dit que des lumières, ce n'était pas adéquat. Donc on les a simplement coupées. Et on se retrouve avec des luminaires inutiles, donc c'était un coût dont on aurait pu se passer. Après, une fois encore, s'agissant de l'emplacement sur lequel vous avez positionné ce city-stade, moi je suis désolé, on aurait absolument pu avoir un usage tout à fait intéressant, mais dans d'autres quartiers, puisque ce genre d'équipement est en général dédié à des quartiers périphériques, dépourvus d'équipements sportifs collectifs, et vous avez choisi, vous, au contraire, de l'implanter sur le seul complexe sportif de la commune, et par ailleurs en plein milieu du parcours de santé. Et par ailleurs, juste à proximité du local de foot, ce qui gêne considérablement les familles lorsqu'elles viennent assister au match, puisque ce sont des espaces qui étaient des espaces boisés, que vous avez évidemment rasés, de manière à pouvoir implanter à l'absurde ce city-stade. Donc que des enfants jouent sur le city-stade, c'est un petit peu normal. Que le site soit bien placé, c'est totalement une contre-vérité. Alors vous parlez d'absurde là, mais je voudrais juste repositionner la phrase que vous avez citée. Il n'y a pas qu'à 3h du matin qu'il fait nuit. L'hiver à 18h il fait nuit. Donc il nous pensait que le soir, que ce soit éclairé entre 18 et 20h, c'était tout à fait normal pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc ça c'était une question. Autre chose, je me permets de vous dire que nous avions budgétisé aux alentours de mémoire, aux alentours de 600 000 € pour les 3 stades. Et non pas 200 000 € pour les 3, donc nous n'avons pas utilisé le budget des 3, mais nous avons bien utilisé le budget d'un city-stade
de l'époque. Et donc voilà, il faut donner les bons chiffres. Merci. Est-ce que nous avons des questions complémentaires, Monsieur Barouero? Alors nous passons au troisième alinéa, si vous le voulez bien. Projet d'un aménagement de l'espace environnemental de loisirs Cousteau est abandonné. Pourquoi pas? Mais donc, que deviennent les terrains? Et, vous savez, pardon? Donc, que deviennent d'abord les terrains qui avaient été réservés pour cette opération? Et notamment, et deuxième question, qu'a-t-il été dit aux nombreux concitoyens qui ont participé aux travaux de préparation de ce projet? Alors, pour y avoir assisté un petit peu, je sais que les nombreux citoyens que vous évoquez sont en fait un nombre très limité. Je sais également que le projet que vous portiez était un projet dont l'emprise foncière était compliquée, puisque contrairement à vos affirmations, vous ne possédiez pas le foncier qui vous aurait permis de réaliser cette opération, et que par ailleurs, nous avions un dessin d'un espace Cousteau qui était totalement décousu, et qui enfin gênait considérablement l'activité économique du camping implanté juste à côté. Donc c'est un projet qui était basé sur beaucoup d'idéologies, qui n'était à mon sens pas du tout abouti, et je crois être le porte-parole de nombreux quand je le dis. Donc nous abandonnons ce projet, ça ne veut pas dire que nous abandonnons tout projet sur ces espaces, et dans le cadre de la révision du PLU qui sera prochainement engagée, nous porterons un projet d'aménagement de ce quartier, dont vous pourrez mesurer la pertinence peut-être, et tomber d'accord avec nous sur le fait que le projet que nous vous présenterons sera plus satisfaisant, et en tout cas c'est à l'avis de la population que nous le soumettrons. Justement, vous parlez de révision de PLU, puisque là donc, on comprend que le projet est complètement abandonné, donc c'est pour ça que la question c'était de savoir quel type d'aménagement vous pouviez proposer. Vous parlez d'une révision du PLU, vous pensez qu'elle pourra aboutir à quelle échéance ? Alors nous entrons désormais dans une phase métropolitaine, et vous n'ignorez pas qu'effectivement, en engageant cette révision du PLU, nous engageons la révision du PLUI sur le territoire, sur le CT6, le Conseil de territoire du Pays de Martigues. Et donc, l'aboutissement de cette révision dépendra évidemment de la façon dont nous avançons conjointement. Maintenant, du côté de Saint-Mitre, nous partons sur la base d'un PLU qui a été élaboré récemment, donc pour lequel un certain nombre des travaux préparatoires ont été faits, même si les ajustements et les orientations vont nous conduire à, une fois encore, ajuster un certain nombre d'orientations, mais le travail préparatoire a déjà largement été fait. Et je rappelle que pour la commune de Port-de-Bouc comme de Martigues, également, les deux communes sont déjà dotées d'un PLU. Donc nous n'aurons, nous espérons, pas les longueurs que nous avons dû connaître pour le premier PLU. Par contre, nous pouvons avoir des longueurs liées à cette élaboration conjointe métropolitaine. Mais là encore, nous entrons nous n'avons pas de boule de cristal, donc nous allons avancer patiemment. Et j'estime que ce PLUI devrait pouvoir aboutir d'ici 24 à 30 mois. 24 à 30 mois. Oui. Donc, je vous rappelle que le PLU de Saint-Mitre a été élaboré en moins de 3 ans, ce qui est un temps record. En revanche, sa modification pour de la sémantique, ça fait 2 ans et demi qu'elle est sur le tableau. Alors, à moins que vous ayez une réponse au mois de juillet ou au mois d'août, nous n'avons toujours pas la réponse sur la modification, j'imagine, de la métropole. Je ne sais pas, vous l'ayez eu. Donc, en 2 ans et demi, on n'a même pas attaqué une modification. Donc, en 24-30 mois, arriver à faire un PLU intercommunal avec Martigues et Port-de-Bouc, je pense que c'est de la brave utopie et que c'est même du mensonge. Donc, franchement, il est impossible techniquement que vous puissiez faire ce genre de choses. On n'est même pas arrivé à le faire sur une modification de sémantique. Nous n'avons toujours pas, comme vous disiez l'inverse, de réponse de la métropole. Voilà, donc je pense que ça, c'est un point très important. Écoute, rendez-vous dans quelques années, une fois que le PLU sera doté, le PLU. Donc nous avons bien noté 24 mois, c'est ça? 24 à 30 mois indiqués. 24 à 30 mois à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mais une fois Nous le notons. on engage la révision du PLU à partir du mois prochain. Et après, on suivra les étapes. Mais je vous rappelle que vous étiez une grande défendresse des procédures métropolitaines. Nous avons toujours attaqué la façon dont la métropole était gérée. Et donc, nous allons constater aujourd'hui qui, effectivement, avait raison de se méfier ou pas. Mais nous, de façon volontariste, effectivement, nous allons engager
un PLU, une révision du PLU qui ne peut pas demeurer telle qu'elle. Donc, nous n'avons pas d'observation sur le 4e alinéa, c'est-à-dire l'acquisition de véhicules techniques. En revanche, sur le 5e alinéa, je dois vous tirer mon chapeau parce que aménager un terrain de sport pour 3 clubs aussi importants que, enfin même 4, puisqu'il y a 2 clubs de football, un club de rugby et un club d'athlétisme, pour la modique somme de 235 000 €, alors que nous l'avions chiffré à peu près 4 fois plus cher. Je me demande comment vous faites, mais vous avez sans doute nous dire comment vous faites. Je vous rappelle quand même qu'au passage, les clubs sportifs souhaitent un aménagement supplémentaire de vestiaires. Donc, est-ce que c'est dans ces 235 000 €, les aménagements de vestiaires sont-ils inclus? Alors, je peux comprendre que vous soyez étonné, mais en même temps, vous êtes de ceux qui s'apprêtaient à dépenser 300 000 € pour une tonnelle, donc nous sommes des gens plus économes que vous, et nous allons effectivement réussir à faire un aménagement de ce deuxième terrain sur la base d'une somme de 235 000 €. Par contre, je vous confirme que les vestiaires ne sont pas prévus dans ce montant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, notamment sur la question des pelouses? Alors sur la question des pelouses, je peux vous en dire un peu plus. Nous avons prévu d'équiper ce deuxième terrain d'un synthétique. À 235 000 €. 235 000 À €. 235 000 € un synthétique? Oui. Bien. Quant à la subvention de la Fédération de rugby, je préfère sourire. Alors écoutez, ils étaient samedi avec nous sur le complexe sportif. Ils étaient là pour saluer le travail formidable réalisé par le club de rugby, notamment en faveur des tout petits. Et vous sauriez, eh bien eux, ils applaudissaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires sur ce point? Oui, monsieur Roger Vernet, vous avez la parole. Elle sort un petit peu du contexte du projet. Micro. Alors attendez, on va quand même. Si elle sort du contexte, c'est quand même une question qui est liée au projet ou pas du tout? Oui, parce qu'on parle des associations et c'est directement lié à des appels que j'ai eus et j'ai besoin de réponses. Vous pouvez me donner vous directement. Est-ce que ce n'est pas des points qu'on va aborder plus tard dans le cadre des questions diverses notamment? Non, vraiment c'est parce que dans la semaine et dans les 2 semaines et la semaine, j'ai eu plusieurs contacts, donc j'en profite. On parlait des associations, c'est un peu lié à l'espace éphémère. Vous savez que je suis administrateur au G-Web, qui avait la convention avec l'espace éphémère. J'étais le responsable local que le président avait nommé pour que je gère l'espace éphémère. La convention n'a pas été refaite avec le G-Web, puisque le président m'a dit qu'il n'a pas eu de contact ni avec vous, ni avec votre élu. Donc aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent, des intéressés, des gens qui avaient mis des options pour l'utilisation de l'espace éphémère. Comme j'en ai plus la gestion ni le G-Web, je voulais savoir vers qui je devais renvoyer ces gens. Est-ce que c'est vers votre élu au commerce, au développement économique? Est-ce que c'est à votre bureau ou à quelqu'un d'autre? Voilà, c'est juste, voilà. Comme ça fait partie des associations, je me suis permis de vous poser la question à ce moment-là. Alors, sans problème, je peux vous répondre. Nous avions un local qui effectivement était sous convention avec le G-Web et pour lequel on observait néanmoins de grandes plages pendant lesquelles il n'était pas utilisé. Et nous avons souhaité en faire un lieu de vie sur notre place neuve qui mérite une redynamisation. Et ça répondra d'ailleurs à une des questions précédentes de M. Baruero, puisque nous avons proposé à Pépi School d'utiliser ces locaux, dans la mesure où c'est une association qui a des pratiques tout au long de la semaine, du lundi au samedi, du matin jusqu'à tard l'après-midi. Et donc c'est une association qui va faire vivre ce local et qui va nous aider à revitaliser le centre-ville. S'agissant maintenant des commerces qui souhaitent trouver des locaux, eh bien, je vous propose simplement de nous les renvoyer et nous les accompagnerons au mieux dans le cadre des locaux dont on peut disposer. Et pour rappel, on peut aussi s'implanter, on constate qu'on a une boulangerie qui revient s'installer dans le village. On a des projets également pour la suite de la caisse d'épargne. Donc Saint-Mitre-les-Remparts peut et doit être un village vivant et nous accompagnerons toujours les entreprises qui souhaitent aller de l'avant dans leur démarche. Donc je les renvoie vers quel service?
vous pouvez les renvoyer directement vers le bureau du maire. Ok. Juste pour la remarque, vous avez fait qu'il y avait des périodes très vides, excepté il y a la période spécifique Covid. Sans sortir les chiffres, mais de mémoire, il me semble que sur les 2 dernières années, la première année un peu plus longue à mettre en route, on était entre 60 et 80% d'occupation. Donc c'est pas mal, je trouve, 80 sur un petit local avec des gens qui ont des grosses difficultés pour venir faire leur activité commerciale. Bon, il faut au moins les respecter, je pense. Merci. Cette remarque étant faite, est-ce que nous avons d'autres questions, remarques sur ce point important? Plus d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Le projet est adopté. L'ordre du jour appelle désormais à une demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En effet, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône propose aux communes 2 dispositifs de soutien de leurs investissements. D'abord, une aide à la Provence verte pour des dépenses d'investissement contribuant à la réduction des températures en zone urbaine par des aménagements durables, visant également à limiter les effets négatifs du changement climatique. Il s'agit notamment de projets qui relèvent de l'aménagement de parcs, de jardins, de végétalisation, de plantation. Un deuxième dispositif, une aide pour favoriser le déconfinement pour les dépenses d'investissement, contribuant à l'organisation et à la mise en place d'un déconfinement pour assurer la continuité des services au public en pleine crise sanitaire. Alors, ces différentes opérations peuvent être subventionnées jusqu'à 70% par le département. Et elles nous permettent évidemment de positionner un certain nombre d'investissements que nous avons envisagés ou que nous avons imaginés en complément suite à la mise en place de ce dispositif. Ainsi, il est prévu la végétalisation du mur du cimetière du côté de la départementale numéro 5, puisque l'aménagement du parking tel qu'il a été envisagé s'est fait sans aucun projet de végétalisation connexe, donc il s'agit progressivement de remédier à cette carence. Nous prévoyons également, dans l'attente d'un réaménagement global et en profondeur structurelle de la place Neuve, nous marquons notre volonté d'apporter un changement pour le visage de la place Neuve par l'installation de 15 arbres dans des pots, de manière à créer des alignements d'arbres et d'arbustes sur la place Neuve. Conformément à nos engagements de campagne, nous profitons également de ce dispositif pour l'acquisition de 10 palmiers qui viendront orner l'arrière-plage de Massane. S'agissant d'aides pour favoriser le déconfinement, nous proposons à ce conseil municipal l'acquisition de 30 tablettes pour les conseils municipaux, ainsi que l'acquisition de 2 ordinateurs portables pour les services municipaux. Avons-nous des questions sur ces différentes demandes de subventions? Monsieur Barrero. Donc on va faire quelques remarques sur les 5 projets. Encore que sur le premier, je considère qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est visiblement une bonne chose. En revanche, sur le deuxième et le troisième alinéa, j'avoue que je suis un peu sceptique. La végétalisation de la place Neuve par 15 arbres dans des pots, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose. Mais vous allez nous expliquer que sans doute c'est remarquable. Troisième alinéa, les palmiers, je vous ferai remarquer que ce n'est pas vraiment des espèces autochtones en Provence. Et en plus, nous savons ces derniers temps que les palmiers sont souvent atteints par des maladies un peu délicates. J'ajouterai juste un mot avant de laisser la parole à d'autres personnes, que aider le déconfinement par l'acquisition de tablettes, peut-être, je ne vois pas bien le rapport. Surtout, je dirais aussi que quand on a connu comme moi les difficultés structurelles pour implanter les tablettes dans nos écoles avec l'aide de spécialistes, je suis un peu sceptique là aussi sur le fonctionnement des tablettes au conseil municipal.
Voilà, mais je peux passer maintenant la parole pour d'autres questions. Non, à la limite, peut-être répondre aux questions et puis on enchaînera ensuite sur nos questions, c'est peut-être plus simple pour vous. Alors, comme je viens de vous préciser, l'aménagement de la place Neuve va prendre un certain temps et il est hors de question pour nous d'attendre plusieurs années pour faire changer le visage de la place Neuve. Et donc, vous l'aviez promis, nous allons le faire. Nous allons donc supprimer les dents de requin en béton dangereuses le long de la place Neuve. Nous allons supprimer également la structure métallique sur laquelle rien n'a jamais réussi à pousser réellement au fond de la place Neuve. Nous allons supprimer les jardinières. Et c'est à ces emplacements, en fond de place et le long de la bordure, que nous allons pouvoir créer des aménagements et des alignements d'arbustes, une fois encore, dans l'attente de réalisation plus structurelle. S'agissant des palmiers, alors vous ignorez toujours, malgré nos remarques au cours du mandat précédent, qu'il y a plusieurs centaines d'espèces de palmiers à travers le monde et qu'un certain nombre sont parfaitement adaptés à nos latitudes. Vous avez néanmoins raison concernant les maladies qui peuvent les toucher. Vous oubliez par contre qu'un certain nombre d'espèces sont plus résistantes que d'autres pour faire face à ces maladies. Enfin, s'agissant de vos remarques sur l'acquisition de tablettes, vous allez faire rire aux éclats tous les conseils municipaux de France qui sont déjà équipés de tablettes sans difficulté. Voilà. Donc là-dessus, pas de remarques complémentaires. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur les palmiers. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place au niveau de la région. Il y a des subventions colossales pour éliminer ce fameux papillon ou ce charançon rouge. Et aujourd'hui, quelle que soit l'espèce, à part quelques cicadas et encore on ne sait pas, quelle que soit l'espèce, les palmiers sont porteurs et surtout ils les amènent chez les voisins, ils les amènent dans les habitations alentours. Donc je pense que c'est une très mauvaise chose et sur la région, on a énormément du mal à endiguer cette problématique sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Donc je trouve on reste sur notre position sur le fait que ce soit regrettable. Concernant les tablettes, Madame Bonzon voulait ajouter. Oui, les tablettes, déjà, l'objectif, donc je suppose que c'est de dématérialiser tous les papiers qu'on a dans les mains, donc de faire des économies. Oui. Il y en a peut-être d'autres que vous direz si vous avez d'autres objectifs. À mon avis, je ne dois pas être la seule à être équipée en perso de tablettes ou d'ordinateur. Je pense qu'il serait souhaitable d'interroger avant les membres du conseil et savoir s'ils veulent utiliser leur équipement perso avant de dépenser de l'argent pour des choses qui ne serviraient pas, du coup. Moi, personnellement, une tablette ne me servirait pas. Voilà. Ensuite, j'ai une question sur les ordinateurs portables. Allez, posez votre question. Oui, je vous la pose en même temps. Donc, les ordinateurs portables, juste de savoir effectivement pour à quel service ils sont destinés. Et faire la remarque que je trouve ça bien plus utile d'équiper en ordinateur portable que d'équiper le conseil municipal en tablette. Alors, s'agissant de votre deuxième remarque sur les ordinateurs portables, ce sont des ordinateurs portables mutualisés, puisque l'expérience du confinement et de la crise que nous venons de traverser a montré que nous avions besoin effectivement d'équipements de ce style, et je constate que d'ailleurs vous en notez la pertinence. S'agissant de votre première remarque sur les tablettes, je vous confirme qu'effectivement ça va nous permettre de réaliser des économies. Donc vous trouvez que c'est un doublon à partir du moment où ça fait réaliser des économies à la commune, ce n'est pas un doublon, et les tablettes seront évidemment mises à disposition des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, et seront à restituer à la fin du mandat. Donc une fois encore, à partir du moment où ça fait réaliser des économies en matière de papier, eh bien votre remarque sur le doublon que ça représenterait est compensée par le fait que ça fait réaliser des économies à la commune. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir déjà une tablette, mais vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir un équipement qui fera réaliser des économies de papier à la commune, et je pense que c'est un objectif que nous partageons tous. Vous avez le chiffrage de ces économies ? On n'a pas le chiffrage, par contre, on a une subvention qui nous permet d'acquérir du matériel à très bas coût, et donc ça va nous permettre derrière de réaliser des économies évidentes, et on pourra vous les fournir à l'issue du mandat sans problème. Ok, donc quand je disais gaspillage d'argent, pas gaspillage, pour moi, dépenses inutiles d'argent public, j'inclus également ce qui est donné par le conseil départemental. C'est toujours de l'argent public, même si ce n'est pas la commune qui le dépense. À partir du moment où on réalise des économies de papier, ce sont des économies réalisées pour l'ensemble des collectivités bénéficiaires. Dernière question plus générale. Quand on avait, commencé dans un des précédents conseils municipaux, on vous avait parlé de travailler sur les arbres et les subventions, non pas département, mais région.
Et vous nous aviez rétorqué qu'on ne s'était pas occupé de la reforestation et de l'implantation d'arbres dans nos collines. Il me semble que là, vous allez mettre près de 35 000 euros dans des paniers dont on a bien sûr expliqué notre profond désaccord. Mais alors les 15 pots sur la place Neuve, vous avez dit vous-même que rien ne pousse. Alors vous imaginez un pot comme ça va pousser. C'est ce que vous dites vous-même. Donc vous mettez 35 000 euros là, mais vous prévoyez absolument rien du tout pour la reforestation. Parce qu'il me semble que cet été, il s'est passé un certain nombre d'incidents sur la commune, dont des feux conséquents. Donc je pensais, puisque vous me l'aviez reproché à l'époque, que vous alliez au moins vous pencher en priorité sur cette chose-là. Alors une fois encore, nous votons aujourd'hui des demandes de subvention dans le cadre de dispositifs existants, mais ces délibérations municipales n'épuisent pas le travail de fond que nous réalisons. Et je peux vous annoncer par exemple que nous allons recevoir un don de 1000 arbres, 1000 chênes blancs et verts, que nous allons donc pouvoir replanter sur notre territoire, en partenariat évidemment avec l'ONF et le Conservatoire du Littoral, une fois qu'auront été réalisées les opérations de mise en sécurité qui sont nécessaires avant toute opération de replantage. Donc une fois encore, je comprends vos remarques un peu politiques et polémiques néanmoins, et je vous confirme que les délibérations que nous votons en conseil municipal n'épuisent pas l'ensemble du travail réalisé en dehors de ces délibérations. Si nous n'avons plus de questions, nous allons pouvoir passer au vote sur ce point numéro 8, projet numéro 8. Y a-t-il des votes contre? 6 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Vote pour. Le projet est adopté à la majorité. Projet numéro 9. Il s'agit d'une modification des tarifs municipaux et je donne la parole à l'adjointe en charge de la culture, Madame Christelle Paculic. Merci, bonjour. Il est rappelé à l'Assemblée, déjà premier point, il est rappelé à l'Assemblée que par délibération numéro 2019-69 du 16 décembre 2019, le Conseil municipal a adopté la grille des tarifs municipaux pour l'année 2020. Concernant la délibération, il est proposé aujourd'hui un aménagement des tarifs des spectacles par rapport à la programmation culturelle de la saison 2020-2021 pour la mise en place d'un tarif spécial de 4 € pour les spectacles famille et pour les animations liées au spectacle. On entend par là les animations qui peuvent être en amont ou en aval des spectacles toute l'année. La mise en place également d'un tarif unique de 25 €. C'est valable cette année pour la saison 2020-2021 pour le spectacle de Linda Lemay. À la modification de ces tarifs est proposée également la mise en place d'offres promotionnelles à appliquer à certains spectacles. Donc, ces offres promotionnelles sont une place adulte achetée, une place enfant offerte et une place achetée, une place offerte. Il est rappelé également que les conditions suivantes demeurent applicables. 2 places gratuites peuvent être offertes au public pour les nouveaux arrivants, le loto, les tombolas et au titre de récompense à des manifestations communales. Les membres des associations communales bénéficient également du tarif réduit lorsque le spectacle est directement en lien avec leur activité, sous réserve de la justification de leur adhésion signée par le président de l'association concernée. Je redonne la parole à M. Goulet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Il n'y a pas des questions, c'est juste 2 remarques. Oui. La première concerne le tarif spécial de 4 €. Celui-ci figurait déjà sur la grille de tarifs municipaux en date de décembre 2019. Donc apparemment, il y a juste le libellé qui diffère, à savoir tarif spécial au lieu de tarif spectacle enfant. Et la deuxième remarque concerne le tarif spécifique. Alors sur la plaquette de la saison culturelle mise en ligne le 1er juillet sur le site internet de la ville, le tarif concernant le concert de Linda Lemay était annoncé au tarif A, 20 € et 14 € pour tarif réduit. Donc nous constatons que sur la nouvelle plaquette, ce tarif est à 25 €. La plaquette est déjà diffusée alors que nous le votons à peine aujourd'hui. Voilà, c'était juste une remarque. Alors, concernant le premier point, le tarif spécial de 4 €, c'est une extension en fait du tarif
Pour l'appliquer, je n'ai plus l'intitulé spectacle d'avant, mais je pense que c'était spectacle enfant, et maintenant c'est spectacle famille et les animations liées au spectacle. Donc c'est une extension en fait de l'application du tarif. Oui, c'est une formulation voilà. qui est différente. C'est ça. Mais le tarif existait déjà. Exactement. C'est un élargissement de l'application du tarif. Avec davantage de souplesse. C'est ça. Et concernant le deuxième point, effectivement, pour pouvoir permettre de communiquer, nous avons mis en place ce tarif, mais nous ne l'avons pas appliqué actuellement. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un temps de délibération pour l'ouverture du spectacle. C'est-à-dire que la billetterie n'est pas ouverte pour ce point. La billetterie n'est pas ouverte. Est-ce que vous pouvez nous justifier pourquoi vous passez ce tarif de 20 à 25 € pour Linda Lemay? C'est une personne que l'on a, qui a été proposée par Jean-Charles Véry, vous le savez tous, hein, qui la connaissait bien. Donc elle fera un spectacle la veille dans son cabaret et ensuite nous avions discuté à l'époque pour qu'elle puisse venir à la Manare. Donc nous savons qu'elle a quand même un tarif qu'elle va nous faire préférentiel parce que sur une salle de 250 places, elle n'a pas l'habitude d'avoir cette jauge-là. Donc je sais qu'il a été négocié, en tout cas on avait fait partie de la négociation, je ne sais pas aujourd'hui à quel tarif elle a fini par aboutir. Donc on sait qu'elle nous fait un tarif préférentiel, mais ça reste un spectacle relativement coûteux. Donc je ne vois pas l'intérêt de passer de 20 à 25 €. Alors si on est en période normale, s'il n'y a plus de contraintes liées au Covid, ça fait 250 places, donc ça fera une recette de 1 250 € par rapport à l'image qu'amène Linda Lemay et le nombre de personnes qui auraient aimé accéder à ce spectacle-là. Je trouve que de l'augmenter de 5 €, c'est totalement mesquin. Et si jamais on en perd de Covid et qu'on est un siège sur deux, ça fera une recette pour la commune de 625 €. Donc je trouve que symboliquement, par rapport à ce que ça amène à Saint-Mitre et à la notoriété de Linda Lemay et surtout de l'effort qu'elle fait, parce qu'elle fait un énorme effort pour pouvoir nous faire un tarif préférentiel lié à son amitié avec Jean-Charles Véry, je trouve que c'est vraiment très indélicat. Alors, pour le coup, qu'on soit en période Covid ou pas, vous ou nous, c'était pareil. Donc là, la remarque est vide de sens. S'agissant de l'augmentation du tarif, une fois encore, ça nous permet de compléter, de confirmer ce que nous avons fait avec le programme de la saison culturelle, c'est-à-dire de proposer davantage de spectacles. Une fois encore, nous pensons que la salle, la jauge sera pleine pour Linda Lemay, et ça permet à la commune de pouvoir proposer des spectacles complémentaires, puisque l'objet pour nous n'a jamais été de réaliser des économies ou de faire des bénéfices, mais de pouvoir proposer davantage de spectacles, toujours plus adaptés et plus larges pour profiter aux différentes catégories de Saint-Mitréens et sortir un petit peu d'une forme d'élitisme culturel. Voilà, donc nous assumons cette augmentation de manière à pouvoir continuer à programmer toujours plus de spectacles dans notre commune et utiliser la salle et la faire découvrir à toujours plus de Saint-Mitréens. Est-ce que nous avons des votes contre sur ce projet? Ah, M. Barouero souhaite une remarque complémentaire. Je voudrais un commentaire, monsieur le maire, sur cette proposition, le projet numéro 9 sur la modification des tarifs municipaux. Modification des tarifs municipaux. Alors, c'est pour m'étonner, non pas de ce qui est, mais de ce qui n'y est pas. J'avoue qu'en ce début d'année scolaire, je m'attendais, compte tenu des critiques permanentes que vous aviez adressées, ainsi que Madame la Première Adjointe, je m'attendais à ce qu'il y ait plutôt une modification des tarifs périscolaires, c'est-à-dire des restaurants scolaires et des accueils périscolaires, puisque vous n'avez jamais eu de mots assez tendres à cet égard pour nous critiquer vertement, ce qui était tout à fait votre droit, et je m'attendais à ce qu'on nous propose des tarifs diminués pour faciliter, donc pour favoriser les familles. Vous nous aviez souvent accusés d'étrangler, voire d'assassiner les familles. En maintenant ces tarifs, vous faites quoi? Alors, M. Barouero, ce conseil municipal a été installé le 3 juillet, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui il y a 2 mois et demi dans ce mandat. Et il s'agit là de sujets particulièrement lourds à manier, puisqu'il s'agit de modifier de façon importante d'abord les rythmes scolaires, ce qui ne peut se faire sans l'avis des conseils d'école qui ne se réuniront que fin octobre, voire début novembre. Donc d'abord, on va respecter la temporalité de l'éducation nationale.
Ensuite, nous avons également des questions qui relèvent de la gestion du personnel. Enfin, nous avons la mise en place d'un portail famille de manière à pouvoir faciliter la prise en charge de toutes ces questions. Donc nous avons là un dossier particulièrement technique et absolument personne ne vous croira quand vous affirmez que nous aurions pu faire ce travail en 2 mois et demi, sachant par ailleurs tous les sujets que nous avons déjà dû abattre et tout le travail que nous avons dû abattre. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer, mais certainement pas en 2 mois et demi, certainement pas dans la précipitation, certainement pas sans se concerter avec l'éducation nationale, certainement pas en ne respectant pas là aussi l'engagement des agents et des services. Donc nous prenons notre temps parce que nous avons besoin de temps et que nous n'agissons jamais dans la précipitation sur ces sujets importants pour les familles et pour la commune. Vous ne serez pas étonné que je sois d'un avis fort différent sur cette question-là. Lorsque j'avais pris mes fonctions, voilà 6 ans, je n'avais disposé de guère plus de temps pour mettre en place les fameux aménagements des rythmes scolaires, et nous l'avions fait pour la rentrée suivante. Ici, il ne s'agit pas de l'éducation nationale comme vous le prétendez, mais uniquement du ressort de la commune. Et le ressort de la commune n'a pas d'incidence sur le travail des agents, mais uniquement sur les tarifs facturés aux familles. C'est sur cela que je vous interpelle, c'est pas sur autre chose. Ne répondez pas à côté, s'il vous plaît. Répondez à cela. Je réponds. Je vous laisse terminer. Vous aviez 3 mois pour les modifier. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Alors, j'y reviens. Nous avons toujours l'intention de prolonger la garderie jusqu'à 18h. Nous réfléchissons à l'avancer également le matin à 7h30. Ce sont des choix qui nécessitent une concertation plus importante. Et je vous rappelle que l'installation d'un conseil municipal, surtout après une période de crise telle que nous l'avons connue, nous a conduit d'abord à devoir nous confronter à un agenda chargé concernant les questions budgétaires. Donc vous ne pouvez pas comparer un début de mandat en 2014, qui était relativement tranquille par rapport à la période que nous connaissons aujourd'hui, à la période de 2020 en post-Covid. Donc voilà, vos effets de manche n'intéressent que vous et pas la population. Il n'y a aucun effet de marge, d'ailleurs je n'importe pas, comme vous pouvez le voir. Et je vous rappelle que là, vous n'avez pas répondu à la question. Nous n'avons plus d'autres questions sur ce point. Plus d'autres questions. Alors, qui est contre? 6 voix contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Alors, nous allons faire une pause de façon très brève, de manière à permettre au flux Facebook en direct de pouvoir basculer d'une session qui approche de l'heure et demie, qui va se couper automatiquement, et nous allons reprendre immédiatement après.